qui se pose à nous, c'est la problématique qui se pose à nous, c'est une problématique difficile. On est nous-mêmes prisonniers de notre environnement, et les enfants eux-mêmes sont prisonniers de leur environnement. Il suffit qu'il y en ait un qui amène une marque de chewing-gum, de repas, de stylo, n'importe quoi, pour que tout le monde doit faire exactement ce que lui fait. Donc, si on veut se caler sur le précepte Chanor Lenar Lefidarko, tu dois éduquer l'enfant d'après son chemin, lui-même ne connaît pas son chemin, il ne manifeste pas qui il est, puisqu'il manifeste simplement qu'il veut copier son environnement. Et quand tout le monde aime le foot, lui il aime le foot. Si tout le monde va à tel ou tel théâtre ou vu telle ou telle pièce de théâtre, tout le monde lui aussi doit l'avoir aussi. Si on s'habille comme ça, il doit s'habiller comme ça. Si on a une montre un tel, il doit avoir la montre un tel, et ainsi de suite. Donc en vérité, tout est fallacieux. Ce que nous avons en face de nous n'est pas probant. L'enfant, on n'arrive pas à le connaître. Il ne peut pas se faire connaître lui-même. Et deuxièmement, nous-mêmes, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui on est. Enfin, on sait un peu qui on est, mais on ne sait pas vraiment qui on est. Et nous-mêmes, la définition de ce qu'on appelle succès dépendant de ce que la société autour de nous appelle succès, donc on ne sait pas comment s'en sortir. La société, l'environnement est dépersonnalisant. Et je vous avais dit, mais comment on sort d'une affaire comme ça? Comment voulez-vous que j'éduque un enfant et que je trace un chemin pour quelqu'un quand moi je ne connais pas le mien, je ne me connais pas, je ne sais pas où je dois aller, et je dois montrer à l'enfant lui-même qu'il doit prendre un chemin, alors que lui ne fait que finalement se conformer aux dogmes qui l'environnent, aux diktats que l'environnement lui impose. Et je vous avais dit, il y a une solution. Quelle est la solution? Naturellement, l'ambiance dans laquelle vous devez être, c'est l'émotion. N'essayez pas de lutter avec de la logique contre de l'émotion, c'est ridicule. Oui. Je vous avais cité le cas d'une femme qui nous avait dit mon fils vient, j'arrive à lui faire enlever le foot la veille parce que je lui ai expliqué que c'était stupide que 22 personnes courent après le même ballon, on n'avait qu'à acheter 22 ballons, ça aurait été mieux. Et logiquement donc, c'était un raisonnement qu'on n'arrivait pas à contrer facilement. Et le gosse est venu le lendemain en disant oui mais il gagne 10 millions par personne. Oui. Donc il y a au fond de l'enfant le ressort émotif qui est le même. Vous ne pouvez pas lutter avec de la logique contre de l'émotion. Mais je vous avais donné surtout la manière dont on devait traiter le problème. La manière dont on doit traiter le problème, c'est la suivante. C'est que je vous avais dit, tous les groupes se nourrissent d'un langage, d'un dialogue. Oui. Il y a des choses qu'il faut dire pour appartenir au groupe, et il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour appartenir au groupe. Et donc, le groupe modèle, normalise votre langage. Si jamais vous maîtrisez votre langage, oui, ou vous lui demandez à l'enfant de ne dire que ce qui est vrai, de ne pas faire de la shonara, de surveiller ce qu'il va dire, et donc il ne peut pas faire formater son propre langage, et progressivement va émerger sa propre personnalité. C'est-à-dire à partir du moment où on fait attention chez soi à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas dire ce qu'on ne doit pas dire, à dire ce qu'on doit dire, etc. À partir de ce moment-là, l'asservissement social tombe et disparaît. N'oubliez pas, les groupes se nourrissent d'un certain langage codé. Oui, on rentre dans tel ou tel groupe en disant telle ou telle chose. Et en ne disant pas telle ou telle autre. En faisant croire que l'on croit à telle ou telle chose, en faisant croire que l'on ne croit pas à telle ou telle chose. Et à partir de ce moment-là, on appartient au groupe. Mais si vous refusez cette règle-là, vous n'appartenez à aucun groupe. Et vous ne vivez pas socialement. Vous cherchez au fond de vous de la vérité. Donc il y a une espèce de recherche qui fait que la shon, la langue, la surveillance de son propre langage, quand on se retient quand on le retient et qu'on le personnalise, qu'on fait attention à ce que l'on dit, à ce moment-là, ça construit une maison et ça construit des enfants. Naturellement, vous ne pouvez pas ne pas donner l'exemple vous-même. Un enfant n'ira jamais copier votre manière de parler ou de faire attention à ce que vous dites si jamais vous ne faites pas attention vous-même. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, je vous avais dit, avec le langage, vous échappez à l'uniformisation, à la dépersonnalisation de l'environnement. Et j'ai vu ce que j'ai dit dans un Yalkut concernant le Tanya, qui expliquait dans le Parashat Shlach Lecha et qui va nous apporter d'autres précisions
sur l'éducation elle-même. Vous vous souvenez qu'il y a 2 fois, les Bnei Israël ont envoyé des Meraglim, ont envoyé des explorateurs pour explorer la terre. Oui, il y a eu ceux de Moshe Rabbeinu, et ils ont échoué. Il y a eu ceux de Yehoshua ben Nun, ils ont réussi. Quelles sont les différences? Quelle est la shlichut réussie? Quelle est la shlichut qui a raté? La shlichut, l'envoi de Yehoshua ben Nun était fait de la manière suivante. Ils avaient un but bien précis, ils devaient aller vérifier Yericho, pointe à la ligne. Tandis que les Meraglim de Moshe Rabbeinu, ils allaient visiter la terre entière, Eretz Israël dans son entier. Il y a une deuxième différence, c'est que c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, Shlach Lecha, envoie pour toi. Tandis qu'à propos de Yehoshua ben Nun, c'est pas marqué ça, il devait envoyer, c'est un ordre divin. Oui. Et ici donc, on comprend que la shlichut n'avait rien à voir l'une avec l'autre. L'exploration de la vie, oui, aller explorer le terrain de notre avenir, oui. C'est pas là. Si vous copiez Yehoshua, vous réussissez. Si vous copiez Moshe Rabbeinu, c'est pas évident de réussir, oui. Et on comprend, il faut bien comprendre ce qui se passe. Dans Shlach Lecha, envoie pour toi, pour Moshe Rabbeinu, il lui a demandé d'aller conquérir, d'aller voir comment conquérir, s'il le voulait, Moshe Rabbeinu, mais il n'était pas du tout obligé, oui, d'aller conquérir, voir comment conquérir la terre des 7 peuples. Oui, il semblerait que le chiffre 7 soit un obstacle. Aller conquérir 7 peuples, c'est difficile. Nous avons en nous 7 choses à conquérir, et Kaniré, d'abord on n'est pas obligé de le faire, oui, on n'est pas obligé de le faire, puisque c'est marqué Shlach Lecha, on voit pour toi Moshe Rabbeinu, peut-être c'est intéressant qu'il domine les 7 peuples, mais qu'il se domine, oui. Mais pour eux, on ne sait pas, oui. Quand dans une paracha, on cite un événement, c'est que son retentissement ne se limite pas à l'événement historique par lui-même, et il a un retentissement, il a un impact sur toutes les générations. Il est la vérité profonde et totale. Donc ici, quand on parle de l'envoi de Moshe Rabbeinu, d'explorateurs pour aller voir comment conquérir les 7 peuples, ça ne se limite pas à l'occurrence de l'envoi en question, mais ça signifie autre chose. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle les sentiments. Oui, les sentiments, c'est les 7 sentiments. Il y en a qui sont par nature chesed, il y en a qui sont par nature gvura. Chesed, ils ont envie de donner, d'autres ils n'ont pas envie de donner du tout, ils sont gvura, ils se retiennent, d'autres ils sont un mélange des deux. Les uns ils sont pour la victoire, l'autre pour la beauté, etc. Enfin pour la grandeur. Chacun a des sentiments, il a une nature personnelle. Ces 7 sentiments, à ces propos-là, qui sont représentés par les 7 peuples que l'on devait conquérir, oui, ces 7 sentiments-là, on n'est pas obligé d'aller les chercher. Ils sont très difficiles à conquérir. Notre nature profonde, on ne peut pas la modifier, réellement. On peut faire semblant de ne pas être chesed, oui, d'être chesed quand on n'est pas chesed. On fait semblant d'être plein de dons de soi, un truc, mais ça sent le faux, oui. On fait semblant d'être dur, oui, mais quand on ne l'est pas, ça sent le faux, oui, et ainsi de suite. On fait semblant d'aimer le beau, l'élégance, mais quand ça sent le faux, oui, on ne peut pas changer réellement les choses, oui. Seuls les grandes tzadikim arrivent à atteindre leur nature en ce qui concerne les 7 qualités, oui. Donc, aller explorer pour conquérir les sentiments profonds, ça rejaillit naturellement sur l'éducation, ça ne sert à rien. Chaque enfant a sa personnalité. D'accord? Après, essayez de copier, vous ne pourrez rien faire avec ça pour l'instant. Donc, vous laissez ces choses-là. Au lieu de obliger l'enfant à être chesed quand il ne l'est pas, on le corrige un peu, mais on ne force pas dessus. Obliger l'enfant à être gentil quand il est très rigoureux, ça ne sert aussi à rien a priori. Ah, qu'est-ce que vous devez faire? Puisque la paracha des Meraglim allait explorer la vie, en quelque sorte, pour pouvoir trouver sa véritable destination, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire comme l'exploration que fit Yehoshua ben Nun. Quelle exploration il a fait Yehoshua ben Nun? Il est allé voir Yericho. Yericho, dans la ville de Yericho, Jéricho en français, oui, Yericho en hébreu, Yericho, il y a le mot Réach. Où est-ce qu'il y a eu le mot Réach dans la Torah? Réach ha-begadim, oui, il y a, quand une bonne odeur sentait les habits de Yaakov, oui, quand il est venu, qu'il a mis la tunique qui était sur chez Esav, il sentait la bonne odeur, Réach Galéden, d'accord? Et donc, Réach, habit, ça vient envelopper le corps, oui.
Et donc, on peut travailler sur des habits. Vous pouvez habiller. Oui. Et s'en suivra une réparation. Vous ne pouvez pas lutter de front contre la nature. Seuls les tzadikim le font. Mais la première manière de travailler, c'est d'être Benoni, oui, d'être un homme normal, moyen, oui, et d'éviter de faire des fautes. Comment on évite de faire des fautes? Eh bien, on se revêt de bons vêtements. C'est quoi les bons vêtements? Oui, c'est quoi les bons vêtements? Les 3 vêtements de l'âme, ce sont la pensée, la parole et l'acte. L'acte, tout le monde connaît. Shmuel nous a dit, vous regardez, vous allez faire votre tikkun, votre réparation, vous allez les faire en ayant des actes qui sont calibrés, répertoriés comme étant des bons actes. 613 plus 7, 620 actes, Gematria Keter, qui est le projet divin, la couronne, le projet divin. D'accord? Il y a des actes, et j'ai donné, dit Hachem, à ces actes une potentialité, une force. Ils ont les moyens de vous corriger. Donc c'est un habit, oui, le corps s'habille, se revêt de ces actes-là, et il se corrige. Ça, vous pouvez faire. Donc dans l'éducation, c'est parfait, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais les misotes, oui. Vous devez faire attention à la parole. Donc voilà, on retrouve notre fameuse parole ici, qui vient habiller votre neshama, d'accord? Et enfin, la pensée. La pensée, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas la maîtriser. Mais en vérité, vous ne pouvez pas maîtriser l'émergence des pensées. Oui, ça, vous ne pouvez pas maîtriser. Mais vous pouvez maîtriser, une fois que la pensée a émergé, vous n'êtes pas obligé de stationner, de stagner dans ce marécage, oui? Oui, c'est comme ça qu'on devient dépressif. Les types, ils tournent en rond dans la même pensée et ils ne s'en sortent pas, quoi. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de tourner dans la même pensée. Apprenez, la pensée, elle émerge. Ça, elle vient des sentiments, elle vient de votre personnalité profonde, vous ne pouvez rien faire, d'accord? Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est travailler la pensée en question. Et nous avons des mitzvot, c'est-à-dire, quand il y a un problème, on se précipite pour juger les caves chova, oui, en disant oui, s'il a fait ça, ça ne m'étonne pas du tout, c'est un voleur, c'est un tricheur, ou bien c'est son père qui l'était, ou bien c'est sa mère qui l'était, ainsi de suite. On trouve toujours ce qu'il faut pour accuser et enfoncer une personne. Or, nous avons une mitzvah de juger quelqu'un des caves zérout. Oui, c'est un mouvement arbitraire, volontaire et loin d'être spontané. Oui, nous devons maîtriser la pensée. Quand vous êtes en train de penser à des choses qui sont pas bien, alors elles sont montées, vous en sortez. Vous pouvez décliner les trois mots. Le faire placer, le plateau, en hébreu. les kaf. Les kaf, ça veut dire quoi? Le plateau. Les kaf. Zrout. Vesrout. Non, le kaf, le plateau du srout, le kaf zérout. Ah oui, les kaf zérout. Le plateau, c'est-à-dire il y a 2 plateaux dans la balance, les srouillottes et les non-srouillottes. C'est des caves pesées. Ouais. Caf. Un plateau de 2 plateaux de la balance. Un, les mauvais points, les bons points. Donc vous devez appuyer. Les mots d'accord. Et donc ici, là où vous en êtes, vous avez ici, on a la pensée, elle émerge comme elle veut, hein, la pensée. Il n'y a pas de, vous n'avez pas à fustiger qu'une pensée soit arrivée. Vous devez, par contre, une fois qu'elle est arrivée, vous avez un travail à faire. Oui. La parole, pas la peine de vous dire que c'est encore plus, oui. Là, la parole, c'est vous qui la maîtrisez totalement, oui. En fait, ces 3 vêtements, pensée, parole et acte, vous les avez dans vos mains. Ça, vous avez dans les mains. Faire d'un chasdan quelqu'un qui ne l'est pas, ou faire d'un Giborg, quelqu'un qui est plein de gvoura, quelqu'un qui ne l'est pas, oui, ça n'a pas de sens. On corrige un peu, comme on peut. Mais au lieu de forcer l'éducation, forcer le trait sur des choses sur lesquelles on n'a pas réellement de maîtrise, oui, autant forcer sur les habits. D'accord? L'habit, c'est ça, la shlichut, les miraglim, l'exploration de la vie. Quand elle a été décrite par Yehoshua ben Nun, elle a réussi. Ils sont allés explorer Yericho. Et pour tous les temps, oui, ça c'est une obligation, il avait une obligation d'aller explorer Yericho. Et donc pour tous les temps, cette exploration elle est valable pour nous tous, sinon elle n'aurait pas été citée, ou elle aurait été retenue dans les chroniques, pas dans
pas dans la Torah ou pas dans le Nevi'im, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il est clair pour nous que ça a une valeur symbolique pour nous tous. On sait apprendre de là. Donc on a appris que explorer la vie comme l'a fait Yehoshua, ça réussit. Donc on se limite aux habits. Point à la ligne. Et donc j'éduque mes enfants en me limitant à leur donner de beaux habits. Une bonne pensée, des bonnes paroles et des bons actes. Point à la ligne. Vous fouillez pas en dessous de ça. Ça sert à rien. D'ailleurs, chez vous non plus, ne fouillez pas en dessous de ça. Ça sert à rien du tout. D'accord? Vous voyez qu'on nous a indiqué que, d'où je sais que ça sert à rien, que la shlichut qui avait été faite par les Meraglim qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, cette shlichut là a raté. Il y en a deux qui ont réussi. Hein? Il y en a deux qui ont réussi et qui ont dit des bonnes choses. D'accord. Donc vous voyez que à cause de eux, on a passé 40 ans dans le désert, tout le monde est mort, etc. etc. Enfin bref, il y a eu quand même un peu de dégâts, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ici, la cette shlichut a raté. Pourquoi? Parce qu'elle est facultative. C'est marqué Shlach Lecha. Pour toi, Moshe Rabbeinu, il est bien d'aller vérifier pour les tzadikim. Il est bien d'aller vérifier leur nature béhémique, oui, jusqu'au plus profond de leurs sentiments, d'aller visiter leurs sentiments. Oui, et ils arrivent à modifier et devenir plein de chesed s'ils ne sont pas, plein de gvoura s'ils sont chesed. Oui, ça eux, ils arrivent à devenir. Nous, non. D'accord? Et donc vous voyez que c'est pour ça que c'est marqué Shlach Lecha. Envoie pour toi, mon cher Rabbeinu. Oui, mais c'est facultatif. On ne sait pas si c'est bien. Enfin, ça peut ne pas réussir. Oui, c'est facultatif. Et là-bas, il s'agissait de remettre en cause les 7 mithotes qui sont nos sentiments, qui représentent grossièrement nos sentiments. Donc vous voyez que dans l'éducation, quand on se retrouve devant, c'est le parachat de Shlach Lecha, et qu'on compare les Meraglim du temps de Moshe Rabbeinu avec les Meraglim du temps de Yeshua, et qu'on dit, ça c'est pour tous les temps. Oui, c'est pour tous les temps. On comprend combien ça nous donne une grande indication sur notre direction dans la vie et la manière dont on doit explorer. Explorez vos vêtements, n'allez pas chercher plus loin. Prenez les choses superficiellement et enveloppez tout ce qui est expression de chez vous d'une forme qui vous permet, je vous donnerai une explication plus profonde tout à l'heure, oui, d'une forme qui vous permette de vous corriger réellement. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas atteint le profond, vous n'avez pas été réparé. Détrompez-vous. Les habits en question sont en soi paroles, pensées, paroles et actes, sont plus élevés que les sentiments qu'ils recouvrent. Ils ont une racine plus haute. Le résultat, c'est qu'ils vont habiller le corps. Ils ont aussi une autre vertu, c'est que par définition, un habit, on peut le changer. Oui, il n'est pas bon, on change. On parle pas bien, on peut changer et parler bien. On n'agit pas bien, on peut changer et agir bien. Oui, on pense pas bien, on peut changer et penser bien. D'accord? On ne parle pas d'émergence. Hein? Et donc, les habits, par essence, sont interchangeables. N'oubliez pas que si les gens, tout le monde se revêt d'habits, oui, et que cet instinct est très profondément ancré en nous, et qu'avec nos habits, c'est là qu'on apparaît plus beau ou plus moche, oui, eh bien, ce n'est pas pour rien que cette loi a été inscrite sur terre. C'est que, en vérité, l'habit est quelque chose d'élevé, pas quelque chose de subsidiaire, pas quelque chose d'anodin, oui. Et donc cet habit-là, on peut le travailler. On ne peut pas travailler ce qu'on a en dessous, mais on peut travailler les habits en question, d'accord? Donc, reprenons l'éducation. Vous pouvez éduquer vos enfants dans la pensée, dans la parole et dans l'acte. Cherchez pas plus loin. Quand vous les aurez enveloppés de ces 3 choses-là, vous aurez en fait fait votre travail. C'est eux ensuite qui, quand ils monteront au niveau de tzaddik, feront la deuxième shlichut, la deuxième exploration, celle de leurs propres sentiments. Mais si vous pensez que vous allez faire de quelqu'un, vous allez faire un pantin. Donne ton gâteau à ta sœur. Ouais. Alors, je me demande si le meilleur réflexe, c'est pas qu'il pleure à ce moment-là, de manière à ce qu'on comprenne bien qu'on est en train de travailler à côté de ce qu'il faut travailler. Oui, la profondeur, c'est celle que je viens de vous dire maintenant, d'accord? Et donc, ici,
l'efficacité, elle est là. Et dans l'éducation, on est obligé d'aller chercher l'efficacité. Oui, et quand on sait ce qu'on doit travailler, clairement, quand on sait ce que l'on n'a pas travaillé a priori, clairement aussi, alors à ce moment-là, le chemin se dégage. N'oubliez pas, il n'y aura pas de dépersonnalisation à partir de ce moment-là. Quand quelqu'un surveille ce qu'il pense, quand vous apprenez à un enfant à surveiller ce qu'il pense, quand vous apprenez à un enfant à surveiller ce qu'il dit, oui, et je vous l'ai fait de manière horizontale tout à l'heure en vous disant il n'y a pas un groupe, oui, qui ne se repaît pas, qui ne se nourrissent pas, oui, des paroles des composants de ce groupe. Ils viennent, ils font des assemblées. Vous allez dans un groupe de féministes, on dit ouais, tous les hommes sont ceci, sont cela. Vous allez dans un groupe de machos, toutes les femmes sont ceci, sont cela. Vous allez chez les pêcheurs, ils vont dire les écologistes, je sais pas, j'en sais rien quoi. Vous allez chez les écologistes, ils vont vous dire et vous allez chez les politiques, j'y comprends rien, c'est dangereux. Vous allez chez les moralisés, et ainsi de suite. Ils ont un langage commun. Ils parlent la même langue, oui. Ils ont une safam eshutefet, oui. Et donc sans la langue, vous pouvez pas appartenir à un groupe. Si maintenant vous voulez échapper effectivement à l'asservissement de l'ambiance et donc commencer à vous découvrir vous-même, à faire que votre enfant aussi prenne l'habitude de sentir qu'il est lui-même, vous êtes obligé de lui inculquer que les vêtements, pensées, paroles et actes sont très importants et ne croyez pas qu'ils ne soient qu'accessoires. Ils sont en vérité, ils arrivent en enveloppant la personnalité de l'enfant, ils arrivent à le former, à le construire, et on est métaken l'enfant en négligeant ce que l'on fait. Vous regardez le nombre d'erreurs qu'il y a là-dedans, hein, que l'on fait presque spontanément. On arrive à corriger ses enfants de toute quand on corrige ce qu'on doit corriger et qu'on laisse de côté ce qu'on n'a pas à corriger, alors à ce moment-là, on a une trajectoire qui est linéaire. Si vous forcez un enfant à se corriger là où vous n'avez pas à le corriger, là où c'est sa nature, là où il vaut mieux envelopper les choses, à partir de ce moment-là, vous n'avez rien fait de ce que vous devez faire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Là, vous nous avez appris comment on aide l'enfant à ne pas rentrer dans le groupe, mais l'enfant, lui, il veut rentrer dans le groupe. Je ne cherche pas à rentrer ou ne pas rentrer dans le groupe. Ma réponse a été plus subtile. C'est-à-dire, je ne l'empêche pas directement à rentrer dans un groupe. Vous ne pourrez pas empêcher. Ce qui veut le faire rentrer dans un groupe, ce sont ses sentiments internes. Vous ne pourrez pas. Mais par contre, si vous lui apprenez à limiter son propos à ce qu'il peut dire, il y aura une limite à son intégration au groupe. Si vous lui apprenez à ne pas dire, et ainsi de suite, au contraire, il va avoir une personnalisation obligatoire. Il s'isole, il en souffre après. Eh bien, je préfère qu'il en souffre en étant quelqu'un plutôt qu'il en souffre en étant personne. De toute façon, on est là pour explorer, pour travailler dans la vie. Donc, évidemment, vous le faites rentrer dans un groupe, vous ne savez pas quel dégât le groupe peut causer chez lui. Ça, du moment qu'il a un confort immédiat, vous sacrifiez sa vie entière en le laissant aller dans un groupe qui ne soit pas convenable. Ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'éduquer de manière... J'ai pas dit de ne pas appartenir à un groupe. J'ai dit simplement qu'il est son quant à soi. Comment on l'atteint? On l'atteint en faisant ce que j'ai dit, en faisant ce qu'on a dit. La shlichut, les meraglim de Moshe Rabbeinu n'ont pas réussi. Oui, les meraglim de Yehoshua Benu n'ont réussi. Donc l'exploration de la vie, puisque ceci est duplicable dans toute éternité, oui. Donc il faut copier l'exploration de Yehoshua Benu et ne pas copier l'exploration de Moshe Rabbeinu. Elle a deux caractéristiques. Ça se limitait à Réach, oui, à Yericho pour Yehoshua Benu. Et tandis que c'était une exploration sans limite pour Moshe Rabbeinu, il fallait conquérir la terre des 7 peuples. Vous ne pouvez pas conquérir les 7 sentiments que vous avez, ce n'est pas possible. Oui, seul le tzaddik s'attaque à cette avoda, à ce travail-là, et c'est pour ça que c'était marqué Shlach lecha, pour toi Moshe Rabbeinu envoie-les. D'accord? Maintenant, nous on doit travailler sur les habits, la pensée, la parole, l'acte, qui sont des choses bien plus élevées, loin d'être anodines, et elles, en enveloppant le nefesh, oui, peuvent réellement l'éduquer, le réparer. D'ailleurs, éduquer, ça veut dire formater.
d'une certaine manière. Donc vous voyez que c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas un mouvement de l'intérieur où vous travaillez sur l'intérieur. Et celui qui limite ses mouvements à ça, il a réussi à gagner. Des questions? Oui. Oui. Si on peut travailler sur la maîtrise de la langue et de l'acte, sur la pensée, elle émerge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas de contrôle et de maîtrise sur l'émergence de la pensée. Oui. Mais chez un enfant, chez qui émerge une pensée qu'il sait pas bonne, c'est-à-dire Oui. coupable, parce qu'il voit son environnement juger ce genre de pensée, Alors? il sait, il est démuni devant sa propre émergence et il se sent coupable et donc il va réfréner l'expression de cette... Voilà. Que faire avec... Alors, c'est la on peut pas être dans la tête de l'enfant Non, non. alors qu'il a des désirs de vol, de toucher des choses qu'il doit pas oui, toucher, mais c'est etc. pas... C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, vous travaillez la parole, c'est tout. C'est-à-dire, à partir du moment où vous travaillez la parole, vous travaillez la pensée. Parce qu'il va penser à limiter la parole. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir un formatage de la pensée de manière douce. Les choses qu'on ne peut pas dire, on finit par ne plus les penser. Oui, c'est vrai. Ça marche comme ça. Je vois des fois ma Daniel. fille, elle me dit, Oui. c'est Des pas choses vrai, qu'on je ne vais peut penser plus tout de suite. dire, Je vais on finit par le dans penser. ma tête, c'est ça. Ouais. Je peux pas le dire, mais je vais le penser. Je peux pas le dire, mais je vais le penser dans Oui, ma mais tête. il y a un moment où, à force de ne pas pouvoir le dire, elle ne pense plus. Ou alors, au contraire, ça va sortir. Mais vous voyez qu'ici, en vérité, par la parole se situe à un mi-chemin entre l'acte et la pensée. Je vous ai dit, les vêtements de l'âme sont plus élevés que la neshama elle-même. Ils arrivent à être métaken, à réparer la neshama. Or, l'éducation que vous devez à vos enfants, lui répond à l'exploration, et est en miroir à l'exploration de Yehoshua bin Nun, qui lui l'a réussi. Il s'est contenté de Yericho. La parole, la pensée et l'acte. Oui. La pensée, vous avez le devoir de maîtriser ces trois choses-là. Car vous avez les moyens de le faire. Ça ne dépend que de vous. Vous n'avez pas les moyens, a priori, de conquérir les 7 peuples, c'est-à-dire de conquérir les 7 sentiments. Et c'est pour ça que la chiroute de Moshe Rabbeinu a raté. D'accord? Et donc ici, puisqu'on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de le faire. D'accord? Enfin, a priori. Vous pouvez maintenant faire allusion des choses, mais sachez que vous ne pourrez pas combattre ce qui est inscrit dans la nature profonde de la personne immédiatement. Vous pouvez l'habiller. Oui? Il faut qu'il pense, qu'il parle et qu'il agisse comme il se doit. Oui? Après ça, ça va. Après ça, ça va. Si c'est fait, les Shem Shamaim, il n'y a pas de souci. Le tikkun va se faire. La réparation va se faire et vous aurez fait votre travail d'éducateur.